Bonjour, nouveau format aujourd'hui, un nouveau format que l'on va retrouver toutes les fins de mois et qui va vous proposer un petit récap de l'actualité. Parce que c'est bien beau de parler de vieux films, mais dans les nouveautés, il y a parfois des trucs bien mine de rien. Bref, on débute avec quelques films que j'ai vus en janvier, parce que bon, il y a eu des bons films et j'ai envie d'en parler. Parce que oui, je précise, même si ça me paraît évident, mais je vais traiter que des actualités dont j'ai envie. Donc excite le décortiquage du trailer de la série du Seigneur des Anneaux ou autre série Star Wars au rabais. Sur ce, débutons avec Licorice Pizza. Parce que s'il y a bien un film qui a marqué le début d'année, c'est bien la dernière œuvre de Paul Thomas Anderson. C'est un film que j'ai trouvé particulièrement frais et rafraîchissant, et ce via un casting incroyable de futures stars en puissance. On a donc Cooper Hoffman, fils du regretté Philip Seymour Hoffman, qui obtient ici à 18 ans son premier rôle en interprétant Gary Valentine, un gosse de 15 ans, acteur de profession et qui va croiser le chemin de Alana Kane, jouée ici par Alana Haim, une des trois sœurs du groupe pop-rock Haim, qui se révèle pour le coup une excellente actrice en sachant que c'est également son premier rôle. Bon, par contre le film se perd un peu par instant, on ne comprend pas vraiment où il veut aller, et les scènes utilisant des acteurs expérimentés, à savoir Sean Penn, Bradley Cooper et Tom Waits, ne sont vraiment pas utiles à l'intrigue. Et la différence d'âge entre les protagonistes, lui 15 ans et elle 25 ans, est un peu étrange par instant. Mais enfin bref, ça reste un sacré film très solaire qui parle de la direction que peut prendre une vie en suivant les aléas de l'amour et du hasard. Ah oui, et la musique est de Johnny Greenwood, guitariste de Radiohead, et ça déjà, c'est un sacré gage de qualité. D'ailleurs, c'est Leonardo DiCaprio qui devait jouer dans Licorice Pizza à la place de Bradley Cooper initialement. Et vous savez dans quel autre film Bradley Cooper a remplacé également DiCaprio au pied levé? Et oui, je veux bien entendu parler de Nightmare Alley, mais pas parce que le film est bon cette fois, au contraire. Et pourtant sur le papier, c'était plutôt alléchant. On a Guillermo del Toro à la réalisation, et au casting, on a en plus de Bradley Cooper, William Dafoe, Cate Blanchett, Toni Collette, Ron Perlman et Rooney Mara. C'est un film qui se divise clairement en deux parties, et ce sur une durée beaucoup trop longue de 2h30. La première partie passe encore puisqu'on est en plein cœur d'une fête foraine dans les années 30. On pense bien entendu à Freaks ou encore à la série Carnival. Et c'est plutôt appréciable à regarder, on va pas trop s'en plaindre. Mais la deuxième partie, elle est vraiment pénible. On est en dehors de cette fête foraine et là, on se rend vite compte que plus rien ne va. On ne croit plus en rien. Les personnages sont bidons, notamment celui de Bradley Cooper avec la relation cliché qu'il entretient avec son père qui frise vraiment la nullité. Et l'histoire aussi, elle est bidon. Cate Blanchett y apparaît comme la méchante ultime, mais on comprend rien du tout à ses motivations. Alors oui, c'est propre et académique, mais ça suffit pas. Mais alors, pas du tout pour me convaincre. Et finalement, la petite pépite de ce mois de janvier, je l'ai trouvée sur Netflix. Il s'agit du film d'animation The House. Ce sont 3 sketchs en animation, donc, qui tournent autour du même point, une maison. On a donc un premier sketch à l'ambiance bien anxiogène qui flirte presque avec du Jan Svankmajer. On a un deuxième sketch qui se rapproche de la comédie tout en sachant rester dans le sordide quand il faut. Et finalement un troisième sketch que j'ai trouvé plus léger et moins intéressant, mais qui constitue pourtant la fin parfaite pour ce long métrage qui mérite d'être plus amplement vu. Et au final, on a même le droit à une musique originale de Jarvis Cocker, le chanteur de Pulp, qui fait aussi la voix du protagoniste du deuxième sketch. Alors que demander de plus? C'est sur Netflix et vous n'avez aucune excuse pour ne pas le regarder. Voilà pour janvier, il est temps de passer maintenant au mois de février, un mois qui sera quand même bien marqué par les films Netflix, puisque j'ai eu le Covid, et que bon, j'ai pas eu trop le choix que de rester chez moi. Alors pour débuter, faut noter que depuis février, il y a un des meilleurs films français au monde qui est disponible sur Netflix. Il s'agit des Enfants du Paradis de Marcel Carnet, un film de 1945 regroupant Arletty, Jean-Louis Barrault et Pierre Brasseur. Un film culte, des acteurs cultes, des répliques cultes. Regardez ce film. Bon, sinon, en plus récent, on a aussi eu le droit au dernier film de Jean-Pierre Jeunet, ainsi qu'au dernier volet de Massacre à la tronçonneuse. Alors, on débute par Big Bug, le dernier Jeunet, et franchement, j'ai apprécié. Je comprends parfaitement toutes les critiques qui ont défoncé le film, mais honnêtement, tout ce qui a été descendu par ces dernières, c'est tout ce que j'ai aimé. Alors oui, les effets numériques sont chelous et proches du kitsch, oui, le décor fait factice et lisse, oui, les acteurs surjouent et on a des discours de boomers sur le monde, c'était quand même mieux avant ces années 2045 où le Covid 50 et le réchauffement climatique n'en étaient qu'à leur prémisse, mais c'est un peu ce que je voulais de Jean-Pierre Jeunet en fait. Je voulais un truc loufoque, chelou et décalé, mais à la fois assez léger, et surtout qui ne ressemble pas du tout à ce que l'on a l'habitude de voir.
Et en prime, on a une apparition de Dupontel. En plus mainstream, on a donc également eu le droit à un nouveau volet de Massacre à la tronçonneuse. Et autant j'adore l'original de Toby Hooper, qui a vraiment une ambiance bien malsaine, mais autant le reste de la saga ne vole pas haut. J'avais éventuellement apprécié le 3 pour son côté what the fuck, et éventuellement le reboot de 2003, mais bon, c'était pas trop ça non plus. Et cette dernière version ne relèvera pas le niveau, on se fait chier de long en large, tous les personnages sont creux, la critique de la cancel culture et des millennials, elle est pitoyable, et bah quoi d'autre encore, oui, on a le droit au retour de l'ultime survivante du premier volet qui revient pour se venger. Comme dans Halloween, comme dans Scream, rien de bien original. Et sommet de la nullité, cette scène dans le bus éclairé au néon bleu dégueulasse. Un point positif cependant, la durée du film, 1h20, comme ça on n'a pas trop le temps de désespérer. Voilà, ça c'était pour Netflix, et sinon dans les salles, et ben, en ce moment il y a une rétrospective de Kinuyo Tanaka, et Kinuyo Tanaka c'est une actrice assez célèbre au Japon qui a tourné plus d'une 60aine de films avec les plus grands réalisateurs, dont Kenji Mizoguchi et Yasushiro Ozu. Mais elle a aussi réalisé 6 films qui sont vraiment spectaculaires, singuliers et poétiques. La rétrospective a lieu jusqu'au 1er mars, donc il reste peu de temps, mais vous pouvez toujours essayer de rattraper quelques films. Pour les Parisiens, ça se passe au MK2 Bastille entre autres, et au Ciné TNB pour mes amis rennais. C'est un événement qui est proposé par Carlotta Film, un de mes distributeurs de films préférés, et puisqu'on en parle, sachez que le 1er mars, ils sortent un coffret autour de 6 films de Satyajit Ray. Souvenez-vous, j'en parle dans mon World Tour Watching Challenge consacré à l'Inde. Et en plus, ils ont ouvert leur précommande pour leurs nouveautés du mois d'avril, qui seront un super coffret de La chair et le sang de Paul Verhoeven, et un film sri-lankais inédit en France, Les Guêpes sont là. Et puisqu'on parle de coffret DVD Blu-ray, sachez que le syndicat français de la critique du cinéma a élu le prix du meilleur coffret DVD Blu-ray de l'année, et il est décerné au coffret dédié à Abbas Kiarostami, que l'on peut retrouver chez Potemkin Film, un autre excellent distributeur. Voilà, sinon on a appris que Jason Momoa sera dans Fast and Furious 10, et en même temps, fallait bien un autre costaud tatoué pour remplacer Dwayne Johnson. On a aussi appris que le tournage du film, qui sera apparemment en 2 parties, a également débuté. On a aussi eu une date de sortie pour Vortex, le prochain film de Gaspard Noé. Ce sera le 13 avril 2022 que l'on pourra voir au cinéma ce casting totalement improbable qui réunit Dario Argento, Françoise Lebrun et Alex Lutz. On a aussi un nouveau trailer pour le prochain Quentin Dupieux, incroyable mais vrai, qui sortira le 15 juin 2022 et réunit Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel et Anaïs Demoustier. Voilà, j'aurais pu aussi parler de Macbeth de Joel Cohen, disponible sur Apple TV, et de Marry Me avec Jennifer Lopez et Owen Wilson, mais je pense que cette vidéo va être assez longue comme ça. Je dirais juste qu'il y a un des films qui est beau, un méchant, et que l'autre est vraiment un petit plaisir coupable. Avant de s'attaquer au dernier point de ce récap qui est la cérémonie des Césars, on va d'abord faire une petite rubrique nécrologique. En effet, des gens meurent régulièrement, et ce mois-ci on a vu disparaître Ivan Reitman, réalisateur de SOS Fantôme, Jumeaux, Un flic à la maternelle et mon petit favori, Évolution. On se consolera en se souvenant de SOS Fantôme, l'héritage, film réalisé par son fils Jason Reitman et qui était quand même très bon. Décès aussi de la sublime Monica Vitti, que je croyais pour ma part morte depuis longtemps. Désolé. C'était la muse de Michelangelo Antonini et on a pu la voir dans l'Aventura, la Notée, l'Éclipse et le Désert Rouge. On se consolera en regardant Le Fantôme de la Liberté, ce film à sketch totalement absurde de Louise Buñuel dans lequel elle apparaît. Et finalement, une mort qui est peut-être un peu passée sous les radars puisqu'il s'agit de André Wilms, un second couteau du cinéma français qui est d'ailleurs présent dans le film Maigret actuellement au cinéma. C'est un acteur qui était un peu partout donc, mais qui se démarque surtout dans les films de Aki Kaurismäki où il tient souvent le rôle principal. On se consolera en revoyant mon épisode du World Auto Watching Challenge consacré au film Le Havre où il est en tête d'affiche et en allant sur Arte TV pour regarder les films de Kaurismäki qui y sont en accès libre. Et maintenant, place au main event de ce mois de février, la cérémonie des Césars. Bon, j'ai loupé le début, mais je suis content parce que j'arrive en plein interlude musical de Thomas de Pourquerie et j'adore le travail de ce gars. Petite blague de José Garcia qui se cache dans l'orchestre, et hop, c'est parti pour le César du meilleur costume. Alors,
Qu'est-ce qu'on retient de cette soirée à part que la moitié des gens venus récupérer leur prix sur scène semblaient complètement défoncés, que les producteurs sont quand même vachement mis en avant, et que oui, les plateformes de VOD c'est le mal et qu'il faut aller au cinéma, et que la guerre en Ukraine, c'est vraiment pas cool. Eh bien, en vrac, j'ai retenu quelques petites choses. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'histoire derrière Aissatou Diallo Sagna, lauréate de la meilleure actrice pour un second rôle pour La Fracture, actrice non professionnelle, aide-soignante de profession. Elle fait quand même l'anique à Cécile de France, Jeanne Balibar et Adèle Exarchopoulos, que je prononce très mal, mais ça lui apprendra à avoir le nom d'un méchant de Tintin. Respect donc, et on espère la revoir dans d'autres films. On retiendra aussi le merveilleux accent français d'Anaïs de Moustier quand elle parle anglais à Adam Driver. You have my eternal respect. Et le discours à rallonge de Vincent Lacoste. Un peu dégoûté quand même qu'une coproduction française récolte le prix du meilleur film étranger avec The Father. Ce film à mes yeux n'est déjà pas le meilleur des nominés, mais surtout il a déjà eu une bonne communication chez nous, et je pense que ce prix aurait pu servir de bonne publicité pour faire découvrir au public un autre cinéma, et je pense bien entendu à Drive My Car. Sinon on a eu quelques trucs rigolos comme la séquence bruitage avec Nicolas Maury et la séquence animation avec Bertrand Huskla et Anna Girardot. Merci en tout cas à Xavier Dolan d'avoir plombé l'ambiance avec son hommage à Gaspard Ulliel. Merci aussi à Adam Driver de s'être déplacé pour rien du tout et se voir ravir son prix du meilleur acteur par Benoît Magimel. Cool pour Valérie Lemercier qui est enfin reconnue pour ce qu'elle fait et récolte le prix de la meilleure actrice. Ça fait vraiment plaisir. Et les rageux, ne vous inquiétez pas, Virginie Fira aura d'autres occasions de remporter cette récompense. Et finalement, grand gagnant de cette cérémonie, Illusion perdue qui rafle 6 récompenses. Meilleur espoir masculin, meilleur décor et meilleur costume, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure photo, meilleure adaptation et surtout meilleur film. Bravo et merci d'avoir pu offrir ainsi une concurrence à Annette parce que bon, je trouve ce film très surestimé. Et voilà, c'était mon petit récap du mois de février. On se retrouve le mois prochain, un mois qui sera très probablement marqué par Batman et les Oscars pour le côté US. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu de ce mois-ci et ce que vous attendez pour le mois prochain. Abonnez-vous, lâchez votre pouce et au mois prochain. Salut!